5 catcheurs enterrés qui sont ensuite devenus des stars. Voilà un sous-thème de Point Catch extrêmement intéressant, un nouvel épisode des catcheurs enterrés. Il y a déjà pas mal de chroniques par rapport à ça sur la chaîne, vous n'avez qu'à regarder dans la playlist. Il y a notamment les catcheurs enterrés par Hulk Hogan, Triple H, John Cena. Et maintenant j'ai décidé d'aller dans des sphères un petit peu plus techniques. Ce mois-ci par exemple on a déjà eu un épisode des catcheurs enterrés avec les jeunes catcheurs enterrés par les légendes. Et cette fois-ci on va donc parler des catcheurs enterrés qui sont ensuite devenus des stars. A noter que je vais exploiter ce format jusqu'à la fin de l'année 2022 et ensuite je pense qu'on passera à autre chose. Et ça aura toujours un rapport et je pense que vous pourrez le deviner. Mais bref les amis, j'ai aussi un message à vous faire passer. Merci à tous ceux qui rejoignent la chaîne Dr Everything. Vous le savez, c'est ma chaîne un petit peu fourre-tout où je fais un petit peu tout ce qui me plaît et ce qui me passe par la tête. Et pendant des mois, je savais pas trop quoi faire sur cette chaîne. C'est vrai que comme elle est pas spécialisée, c'était pas vraiment simple de dire tiens, je vais faire ça. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie sur Dr Everything puisque sur cette chaîne, je fais un petit peu comme sur Dr Wrestling, c'est-à-dire que je fais des chroniques d'actualité. Je réagis un petit peu à tout ce qui se passe, à tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'actualité, la politique, le sport, et les jeux vidéo, la culture geek, YouTube, Twitch, bref, je parle de tout. Et je parle notamment de tout ce qui, moi, m'intéresse. Et Dr Everything, c'est véritablement une chaîne communautaire. En fait, c'est une chaîne où je vous donne la parole, où je vous incite à débattre et à me donner vos points de vue dans les commentaires. Et véritablement, moi, c'est ça qui m'excite sur Dr Everything. C'est de créer du partage, de la discussion autour de thèmes qui n'ont rien à voir avec le catch. Donc voilà, merci à tous mes fidèles abonnés de Dr Wrestling qui ont rejoint le bateau et l'aventure Dr Everything. Voilà, je vais aussi développer cette chaîne. Je ne sais pas où ça mènera. On verra bien. J'ai encore quelques mois à être à 100% sur YouTube. Après, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais pour le moment, voilà, je me fais plaisir. Et je me suis fait également plaisir en écrivant un petit peu cette petite chronique. Enfin, vous le savez, les points catch, ce ne sont pas des vidéos scriptées comme les top 5, les retours sur l'histoire. Ce sont surtout des discussions entre moi et vous. Et bien entendu, j'attends tous vos avis également dans les commentaires. Et nous allons donc démarrer avec un certain Drew McIntyre, à l'époque celui qui était destiné à être le Chosen One, le chouchou de Vince McMahon au tout début des années 2010, puisque oui, Drew McIntyre avait déjà fait un premier run à la WWE. Eh bien, Drew McIntyre a été enterré une première fois, puisque alors son premier règne était... ça s'est passé bizarrement en fait, il a été tout de suite champion intercontinental, bref, il montait en puissance, et d'un coup, ça a été la dégringolade, il a été rétrogradé dans le classement, dans le ranking, donc il est passé de upper mid-carder, donc en dessous de main eventer, à carrément quasiment jobber, et il a ensuite intégré le clan 3MB, donc c'était un clan globalement de jobber avec Jinder Mahal et Heath Slater, et c'était un clan un peu comique, c'était la perdition totale pour McIntyre, et il a obtenu sa libération de contrat en 2014. Et derrière, il a bossé, putain, il a bossé dur McIntyre, c'est devenu un monstre. Déjà, il a pris au moins 30 kilos de muscles, il a véritablement changé, il a changé de look, de style, il a laissé pousser sa barbe, il a teint ses cheveux et sa barbe en noir alors qu'il était châtain. Bref, il s'est donné véritablement un nouveau style et ça lui a permis de briller dans le circuit indépendant, à la TNA, de devenir champion. Et bien entendu, il a été rappelé par la WWE en 2017, il a intégré NXT où on a pu constater que c'était véritablement un nouveau Drew McIntyre. De là, il est carrément monté en puissance, il est devenu champion NXT, ensuite il a intégré les rosters principaux. Au début, dans les rosters principaux, ça s'est pas super bien passé. Il y a eu l'association avec Ziggler, il a un petit peu tourné en rond et au final, quand même, il a gagné le Royal Rumble en 2020 pour aller défaire Brock Lesnar dans le tristement célèbre WrestleMania 36 du Covid, le WrestleMania 36 au Performance Center. Toujours est-il que Drew McIntyre est passé d'un catcheur totalement enterré à une véritable star de la WWE. Parlons maintenant d'un certain Bray Wyatt. Il est souvent là quand on parle des catcheurs enterrés, mais là vous allez voir que c'est un petit peu différent. Bray Wyatt, en fait, il a commencé en 2010 dans la deuxième saison d'NXT sous le nom de Husky Harris. Alors il avait rien de spécial, c'était un catcheur lambda, il était un petit peu joufflu, il avait aucune tenue, il était en calbar, et même s'il n'a pas gagné cette deuxième saison d'NXT, il a ensuite été sélectionné pour faire partie du New Nexus. Mais ça s'est pas vraiment bien passé pour Husky Harris. Certes, c'était le fils d'un catcheur de renom à la WWE, mais il avait pas ce qu'il fallait. Donc tout simplement, pour l'écarter un petit peu des écrans, on lui a fait prendre un punt kick de Randy Orton, à l'époque on est en 2011, et ce cher Husky Harris a tranquillement disparu des écrans pour retourner du coup dans le centre de développement. Et il est resté plusieurs années en développement à la WWE puisqu'il ne fait ce retour qu'en 2013 sous la gimmick de Bray Wyatt, du coup le mangeur de monde, le patriarche, et là on peut sentir immédiatement un changement dans la stature, dans le charisme du coup de celui qui est devenu entre-temps Bray Wyatt, et ça va faire véritablement décoller sa carrière à ce cher Bray, se repackager
aging, cette réinvention de Bray Wyatt a été totalement salutaire pour lui puisque ça lui a permis de devenir même champion de la WWE en 2017 et ensuite on sait que Bray Wyatt du coup il a eu cette petite capacité à se réinventer pour toujours divertir les fans. Bray Wyatt il a toujours eu ce côté créatif en lui et c'est un petit peu ce qu'il sauve parce que sur le ring encore une fois c'était pas fou et quand il y avait que ça sur le ring et qu'il y avait rien d'autre, qu'on ne lui a pas laissé sa chance de montrer un petit peu sa créativité, je parle du coup de Husky Harris en 2010 et en 2011, eh bien il ne fallait pas s'attendre à des miracles à l'époque. Parlons maintenant de Daniel Bryan qui lui aussi a connu beaucoup d'enterrements à son passage à la WWE, c'était vraiment compliqué. Alors celui que l'on appelle maintenant Bryan Danielson et que l'on appelait avant Bryan Danielson, avant son arrivée à la WWE en 2010 également, était considéré tout simplement comme le meilleur catcheur du monde. Et il arrive donc du côté des NXT, il est le rookie je crois du Miz à l'époque, et ça se passe moyennement bien puisque lui aussi intègre le Nexus, sauf qu'il se fait virer par la WWE parce qu'il est trop violent, à un moment donné il étrangle John Cena mais il étrangle trop fort. Bref, ça se passe pas très bien, ensuite il revient, il monte un petit peu en puissance, il devient champion du monde poids lourd, sauf qu'en fait il se fait enterrer à WrestleMania 28 puisque dans son match contre Sheamus, dans son match de championnat contre le vainqueur du Rumble Sheamus, il se prend un Brogue Kick au bout de 10 secondes et c'est fini, Sheamus est le champion, la foule est totalement dégoûtée et Daniel Bryan est enterré en public à WrestleMania 28. Alors je ne connais pas les raisons de cet enterrement, je ne sais pas s'il y a des raisons intimes, si c'est juste une question de temps sur la carte de WrestleMania 28, mais une chose est sûre, ce match de WrestleMania 28 entre Daniel Bryan et Sheamus a laissé des traces. Et ça a même frustré tellement les fans que derrière il y a eu un espèce de retournement et Daniel Bryan est tout simplement monté en puissance. Il y a eu notamment la team Hell No qui a aidé aussi à ce que Bryan soit mis un petit peu en avant, et ensuite donc du coup c'est monté en force jusqu'à SummerSlam 2013 où tout simplement Daniel Bryan va devenir champion de la WWE en terrassant John Cena clean dans le main event de SummerSlam. Sauf que là, bim, une nouvelle frustration, nouvel enterrement puisque cash-in de Randy Orton et donc on joue encore sur la corde sensible des fans qui sont dégoûtés. Mais tout est mal qui va bien finir puisque grâce ou à cause du départ de CM Punk, les plans changent pour WrestleMania 30 et on décide de faire le Yes Mouvement, enfin on décide pas de le faire puisqu'il est organique ce Yes Mouvement, mais en tout cas on décide de le récompenser à WrestleMania puisque Daniel Bryan va d'abord battre Triple H dans l'opener de WrestleMania 30 avant d'aller terrasser les deux gaillards, Randy Orton et Batista pour devenir champion de la WWE incontesté à l'époque. Et donc voilà, Daniel Bryan est passé de catcheur enterré plusieurs fois à une véritable star du catch et c'est lui qui conclut ce WrestleMania 30 dans la joie et l'émotion. Parlons maintenant de Cody Rhodes. Et oui, l'American Nightmare n'a pas toujours eu une carrière très facile, et notamment du côté de la WWE, celui qui a démarré un petit peu comme le fils de Dusty Rhodes, le mec, le jeune plein de talent à l'époque, dans la Legacy, cette tag team avec du coup Ted DiBiase Jr. et leur mentor du coup Randy Orton. Ça s'est passé moyennement, je dirais pas que Cody Rhodes en est sorti fort de cette période-là. Derrière, il est parti en solo, il y a eu quelques bons runs, il y a eu quelques changements de gimmick plutôt intéressants. Cody Rhodes était talentueux, c'est certain, mais à un moment donné, c'est parti en couille pour Cody Rhodes et il a carrément été enterré par Vince McMahon, je pense, mais je pense pas que Vince McMahon ait fait exprès. Il a juste regardé Goldust, il s'est dit tiens là il y a Goldust, son frère c'est Cody Rhodes, et ben tiens et si on l'appelait Stardust. Et la gimmick de Stardust a littéralement enterré la carrière de Cody Rhodes à la WWE. C'était nul à chier. Alors, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, je ne devrais pas dire c'était nul à chier, je devrais dire je n'aimais pas. Et je vais le redire, je n'aimais pas cette gimmick de Stardust. Et je pense que personne n'aimait cette gimmick de Stardust, et surtout pas Cody Rhodes, puisque derrière ça l'a totalement dégoûté, il a demandé sa libération, parce qu'en plus il a même pas eu son programme contre Goldust, du coup contre son frère à WrestleMania 32 à l'époque en 2016, il l'a même pas eu. En plus il y avait toute cette legacy, toute cette histoire là, les deux fils de Dusty Rhodes qui s'affrontent un an après son décès. Eh ben non, on l'a pas eu et Cody Rhodes il était dégoûté, il s'est barré du coup dans le circuit indépendant. Et un petit peu comme Drew McIntyre, le mec avait un peu la rage, il s'est dit bon bah je vais devenir quelqu'un par moi-même puisque la WWE compte pas sur moi. Et il est donc devenu l'American Nightmare, une nouvelle gimmick, il est devenu leader du Bullet Club au Japon, il était très impliqué, il est devenu champion de la Ring of Honor il me semble. Derrière il a créé All Elite Wrestling et il est revenu en 2022 à la WWE en tant que superstar du catch. Donc Cody on peut presque dire que c'est un self-made man, le mec s'est fait tout seul dans le circuit indépendant, il a prouvé à tout le monde qu'il
qui savait bien catcher, qui savait raconter des histoires, et aujourd'hui, c'est donc une grande star du catch et potentiellement un futur champion, mais encore une fois, il est passé de catcheur enterré à véritablement une star du catch. Et notre dernier nom de cette liste, on va parler de Kofi Kingston. Et oui, Kofi Kingston, tout le monde le connaît, peu importe la date à laquelle vous avez commencé à regarder le catch, Kofi Kingston a une telle carrière dans la mid-card que maintenant, tout le monde sait qui c'est. Et il arrive du coup à la fin des années 2000, donc voilà, il a un bon personnage, un Jamaïcain un peu cool, un peu chill. Sur le ring, il est plutôt très acrobatique, très technique, c'est un high flyer, il saute partout, il est plutôt divertissant et assez charismatique. Kofi Kingston est surtout connu pour ses spots absolument légendaires au Royal Rumble, quand voilà, on le pense totalement perdu et il arrive avec quelques acrobaties à revenir dans le ring. Alors, récemment, il a loupé un peu son spot, donc c'est comme ça, mais Kofi Kingston a un petit peu créé sa légende au Rumble. Et d'ailleurs, son palmarès est plutôt bon à Kofi Kingston, parce qu'au début, il tourne pas mal autour du titre intercontinental, c'est une attraction, il est dans les pay-per-view, bref, on est sur de la mid-card, mais quand même assez solide. Et de manière assez inexplicable, eh bien, tout ça s'est arrêté. Il est devenu assez jobber au début des années 2010. Alors, il y a peut-être une raison, c'est qu'effectivement, il s'est un peu embrouillé contre Randy Orton, puisque dans sa feud contre Randy Orton en 2009, je crois, je ne sais plus, je ne suis plus très sûr au niveau de la date, si jamais vous avez l'information, n'hésitez pas à me la dire dans les commentaires, comme d'habitude. Mais bref, Kofi Kingston s'est un petit peu attiré les foules de Orton et des créatifs de la WWE, puisque voilà, sa feud contre Orton s'est pas très bien passée, et notamment dans l'exécution des moves dans le ring. Donc de là, il a été un petit peu dépush, et ensuite il est tombé un petit peu dans l'oubli, véritablement, Kofi Kingston. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes capable de me dire ce qu'il a fait entre 2012 et 2015-16? En bref, depuis un petit peu son absence autour du titre intercontinental et les débuts dans le New Day. Alors oui, je crois qu'il me semble qu'il y a un petit règne de champion US à un moment donné, mais ça reste quand même assez minime. En fait, Kofi Kingston va retrouver un petit peu la lumière une fois que le New Day va se créer, en fait, et ce groupe-là va lui permettre de se mettre un petit peu en avant, et c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a toujours ce clan, parce que tout simplement, c'est l'un des clans les plus emblématiques de l'histoire de la WWE. Mais Kofi Kingston, c'est surtout la Kofi Mania. Et oui, en 2019, à l'époque, Daniel Bryan était le champion heel, et il lui fallait un challenger face. Et à l'époque, il n'y avait pas véritablement de nom qui ressortait comme ça des mois à l'avance pour aller affronter Daniel Bryan à WrestleMania 35. Et pendant un moment, on a parlé de Mustafa Ali. Et oui, Ali, il était en pleine bourre, il était vraiment très bon dans le ring, il était en train de connecter avec le public, et on parlait d'une potentielle Ali Mania pour WrestleMania 35. Sauf que, pas de chance pour Ali, qui au passage est un catcheur assez maudit, un jour il faudrait que j'en fasse une chronique, puisqu'il s'est blessé, et il a donc dû laisser sa place, potentiellement, son spot de main event à WrestleMania 35. Et là, c'est Kofi Kingston qui a été choisi de manière assez organique par la foule, puisque la Kofi Mania est née de la foule. Voilà, Kofi Kingston a montré un petit peu qu'il était capable, il a fait des gros matchs du côté de SmackDown, il a répondu à des défis assez intéressants, et à WrestleMania 35, il a donc été sélectionné, choisi entre guillemets par la foule et par les créatifs, pour aller affronter Daniel Bryan dans l'un des matchs principaux du coup de WrestleMania 35, et c'est un petit peu la surprise à l'époque, mais c'était en tout cas une très belle surprise, puisque Kofi Kingston est donc passé d'un jobber, d'un mec par équipe, d'un mid-carder, à tout simplement champion de la WWE. Quel accomplissement pour le Ghanéen après toutes ces années à la WWE. Voilà pour ces 5 catcheurs enterrés qui sont ensuite devenus des stars. Il y a d'autres noms également comme Triple H, mais j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente du coup, mais également Okada, par exemple, le catcheur japonais, la légende du Japon, qui quand il est arrivé du côté de la TNA s'est fait totalement enterrer aux États-Unis. Bobby Lashley également a une fin de run du coup au milieu des années 2000 à la WWE plutôt moyen, avant de revenir en force du coup à la fin des années 2010 et devenir champion WWE. Et on n'en parle jamais, mais également Jinder Mahal, il a fait partie de ce clan là des 3MB avec Drew McIntyre, et il s'est fait enterrer, il est parti, ensuite il est revenu et il a été champion de la WWE en 2017. Alors une décision critiquable, une décision sans doute marketing à l'époque, mais il n'empêche qu'il est passé d'un mec totalement enterré à une véritable star de la WWE. Enfin bon, paye ta star. Ah non, on a dit que je devais dire que j'aimais pas et pas que c'était nul. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette liste dans les commentaires, c'est très important. Et puis n'hésitez pas également à aller voir ma chaîne Dr Everything, n'hésitez pas à aller voir mes chroniques d'actualité, à vous abonner, à participer au référencement de la chaîne, voilà, ça ferait plaisir. Je ne sais pas encore une fois où cette chaîne va mener, mais en tout cas, je le fais avec grand bonheur. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.